Un éleveur doit absolument savoir comment se comporte un poulain qui vient de naître, de manière à ne pas intervenir et laisser la nature faire son ouvrage. Ces notions permettent surtout de diagnostiquer d'éventuelles complications et donc de faire appel à un vétérinaire si nécessaire. Tous ceux qui assistent à la naissance d'un poulain espèrent le voir le plus rapidement possible debout, accroché à la mamelle de sa mère. C'est un signe de bonne santé et de force. Durant les 5 premières minutes, on peut remarquer que le poulain soulève et secoue sa tête. C'est pour expulser le reste du liquide amniotique qui se trouve dans ses oreilles. Il cherche ensuite à se mettre dans une position confortable pour s'allonger. Mais en général, malgré un espace assez important pour s'allonger, la position que les poulains adoptent est assez inattendue. Ses poumons vont expirer et inspirer de l'air grâce à de petites cavités qui s'ouvrent pour oxygéner l'organisme, non plus comme lors du séjour intra-utérin. Si tout se passe bien, le poulain soulève et bouge ses oreilles. Il y a évidemment des sons qu'il n'a jamais entendus et qui commencent à attirer son attention. La jument, après s'être reposée quelques instants, se lève alors pour lécher et nettoyer son poulain. Cela lui permet de l'essuyer et de stimuler par là même sa circulation sanguine, afin qu'elle irrigue l'ensemble de son corps. Grâce à ce massage, le poulain maintient sa température corporelle et ses muscles encore jamais sollicités gagnent en vigueur. L'instinct naturel des animaux qui ont des prédateurs est celui de se redresser assez rapidement pour être prêts à fuir. Il est normal qu'un poulain projette ses antérieurs en avant pour imprimer un mouvement vers le haut qui lui permette de se redresser. La première tentative survient à peu près 10 ou 15 minutes après la naissance, mais elle est rarement réussie. La chute est donc inévitable et immédiate. Mais ses os étant élastiques, le poulain ne ressent pas de douleur. Il doit encore apprendre à se servir des extrémités de ses membres. Dans les minutes qui suivent, le poulain fait un nouvel essai. Après 2 ou 3 chutes, il trouve enfin un appui avec un antérieur et un postérieur un peu plus ouverts. Cela survient en général 40 minutes après la naissance. Il commence alors à se sentir à l'aise dans ce nouvel univers et environ 50 minutes après sa naissance, le poulain relève la tête et tente d'émettre son premier son. Ce sont ses toutes premières vocalises. Une fois debout, il expulse ses premiers excréments. Il est normal que les premières selles soient molles et d'un brun léger. Il commence alors à étirer son cou et se met en quête de nourriture. Car il s'agit maintenant pour lui de trouver le lait dont il a tant besoin. Attiré par le son de ce ventre si familier, il ne tarde pas à trouver les mamelles qui vont lui offrir son premier repas. Après plusieurs tentatives, il apprend à téter et une fois repu, finit par s'endormir. Tout cela se déroule durant les premières heures de vie du poulain, après avoir un peu gambadé aux côtés de sa mère. Lorsqu'il se lève à nouveau après avoir dormi, il s'étire de tout son long. Il urine alors pour la première fois. Il se met ensuite à explorer l'univers qui est le sien. Le pré, les murs, sa mère et les personnes autour de lui. Il ne ressent aucune peur, car il ignore encore les risques et les dangers qui peuvent le menacer. Sa mère va donc lui enseigner à devenir un vrai cheval. Dans les premiers moments de la vie d'un poulain, il faut surtout veiller à ce que ses mouvements soient bien coordonnés. Si ce n'est pas le cas, cela peut s'avérer problématique. Puis, il faut vérifier qu'il est capable de se tenir debout, en position quadrupède. Une faiblesse physique peut parfois l'en empêcher. Après cela, il commence à marcher et à rechercher sa mère. Si ce n'est pas le cas, cela peut être aussi le signe qu'il souffre d'un mal quelconque. S'il peut téter, c'est le signe qu'il est en bonne santé. Ainsi s'achève le premier chapitre de son existence. Si tout se passe normalement au cours des jours qui suivent, on peut tout à fait prévoir l'ordre des choses.
Pour éviter à un éleveur d'être surpris ou effrayé, nous allons faire la liste de tout ce que le poulain doit normalement faire, ainsi que les fréquences et les délais prévus. Il urinera environ 6 fois et déféquera 3 ou 4 fois par jour. Il s'allongera pour dormir à peu près 20 fois par jour, à chaque fois une demi-heure. Il têtera environ 22 fois, pas plus de 40 ou 50 secondes à chaque fois. Lorsqu'ils vivent en harde, les poulains se retrouvent mêlés les uns aux autres. Et quelques jours après la naissance, le moment des jeux est venu. Grâce à ces jeux, les poulains développent leur caractère, apprennent à se déplacer librement et découvrent les prémices de la vie sociale. Ils explorent ainsi de nouveaux horizons et développent de nouveaux comportements et gagnent en assurance. Mais dès qu'ils se sentent en danger, ils courent vers leur mère pour être sous sa protection. Au fil des mois, ils passeront plus de temps debout que couchés, puisqu'ils auront appris à brouter l'herbe, activité qui va désormais les occuper une bonne partie de la journée. Les muscles du poulain se développent petit à petit et leur permettent d'être plus agiles et plus indépendants. Ils pourront ainsi être éloignés de leur mère sans problème vers le 6e mois. La jument pourra alors se remettre de tous les efforts fournis pendant la mise bas et permettre à son organisme de récupérer l'énergie nécessaire à la venue d'un autre poulain. Les poulains vont donc pouvoir commencer une nouvelle vie plus autonome. Ils se sont désormais émancipés. Depuis la nuit des temps, les chevaux se sont servis de la couleur de leur robe pour échapper à leurs prédateurs et se fondre dans la nature. Ainsi, les robes de ces chevaux qui vivaient à l'état sauvage pouvaient se confondre avec de la paille sèche, des troncs d'arbres, des pierres volcaniques ou bien encore le sable du désert et leur permettaient de se dissimuler parmi des milliers de gnous, de cerfs ou d'antilopes. Ce camouflage a joué un rôle essentiel dans la survie des chevaux. Ces animaux capables de se fondre dans le paysage sont parvenus à survivre, tandis que d'autres, plus visibles, étaient facilement repérés par les prédateurs à l'affût. Le bai est l'une des 4 robes de base du cheval, et ces caractéristiques ne se retrouvent chez aucune autre espèce animale. En réalité, on appelle bai tous les individus dont le poil va du fauve au brun, avec de nombreuses nuances. Leur caractéristique principale est d'avoir la crinière et les crins de la queue de couleur noire, ainsi que les extrémités des membres postérieurs et antérieurs, et ce, dans des proportions variables. Là où le soleil est plus fort, on peut constater que la couleur noire sur le dos et les hanches a tendance à s'estomper et à tirer sur le marron, aussi bien chez les individus noirs ou moraux que chez les bais bruns. Cette condition ne permet donc pas de distinguer avec certitude une robe d'une autre. Dans les variations possibles de tons et de mélange des couleurs, mis à part la couleur noire de la crinière et de la queue qui constitue l'élément commun, on peut trouver le bai brun foncé, une robe que l'on confond souvent avec le moro. Cette robe est caractérisée par la présence de poils noirs sur l'ensemble du corps. Mais à l'endroit des flancs, des bords de la tête et de l'aine, on peut remarquer une décoloration qui tend vers le jaune. Cette particularité n'existe pas chez les chevaux moraux. Le bai brun, caractérisé par un fond de robe marron uniforme sur tout le corps, les crins et les bas des membres demeurent en noir. On peut penser à la couleur châtaigne pour se représenter la teinte de cette robe, à savoir marron avec un reflet jaune. Le bai cerise, qui est une robe dont le marron vire au rouge. C'est une teinte très répandue
que l'on retrouve assez souvent et qui est très apprécié des éleveurs. Le bai doré, qui caractérise les individus dont la teinte marron est si brillante qu'elle s'apparente à la couleur or. Cette teinte se retrouve rarement, mais elle permet de distinguer la robe bai d'autres robes. Chez les individus bais, indépendamment de la variété de teinte, la crinière et la queue sont toujours et entièrement noires. Sur les extrémités des membres, la couleur noire se retrouve entre la couronne du sabot et le genou. Dans certains cas, elle s'arrête nettement au niveau du boulet. Dans d'autres, elle remonte jusqu'à la rotule. Jadis, la plupart des chevaux sauvages que l'on trouvait en Europe présentaient la teinte bai, et l'on assimilait leur caractère colérique et leur tempérament fougueux à la couleur de leur robe. En réalité, ces chevaux ne faisaient que manifester leur instinct naturel de fuite face à l'homme, et surtout leur état d'animaux sauvages. C'est cet instinct qui leur a valu une mauvaise réputation, en particulier lorsqu'ils ont été domestiqués. Mais tous les chevaux sauvages, quelle que soit leur robe, manifestent cet instinct à partir du moment où l'homme veut les soumettre à son autorité et les domestiquer. En résumé, le tempérament et les réactions d'un cheval n'ont rien à voir avec la teinte de sa robe, mais proviennent plutôt de la survie de cette fantastique espèce animale qui a conservé certains des réflexes qui, par le passé, lui ont sauvé la vie. Tout cavalier qui pratique le dressage doit connaître les différentes figures que l'on peut réaliser sur le rectangle de dressage et habituer son cheval à les exécuter. En premier lieu, il est fondamental d'effectuer les exercices quotidiens avec la même précision que celle requise lors des concours, et ce, pour chacun des mouvements. On appelle volte une figure en forme de cercle dont le diamètre peut être variable et que l'on peut exécuter à n'importe quel endroit de la carrière. Si l'on doit faire une volte ou un cercle de 8 mètres, il faut réaliser une boucle de 8 mètres de diamètre qui soit tangente à la largeur de la piste et au centre de la carrière. Il faut donc, dans le cas d'un rectangle commun de dressage, passer à 1 mètre de la barrière côté largeur et à 1 mètre du centre du rectangle. Si par contre, il s'agit d'une volte ou d'un cercle de 20 mètres, il faudra alors diviser la carrière de dressage en 2 parties distinctes et commencer à évoluer sur l'une d'entre elles, en décrivant un cercle délimité d'abord par l'intérieur de la largeur, puis par les 2 points centraux correspondant à la moitié de chaque longueur et enfin par le centre géométrique de la carrière. Lorsqu'on conduit le cheval d'un point à un autre, il ne faut jamais oublier que l'on réalise un cercle. Il faut donc veiller en permanence à sa bonne exécution et avoir toujours à l'esprit qu'une volte ne se compose d'aucune partie droite. Avec une demi-volte, le cavalier cherche à modifier le sens de la marche à l'intérieur du rectangle. Pour réaliser correctement cette figure, il faut longer la piste dans sa longueur, puis la quitter en son centre en décrivant un demi-cercle, pour ensuite faire revenir le cheval dans l'autre sens afin de rejoindre la piste en diagonale. La demi-volte renversée est semblable à la demi-volte, à la différence qu'elle est justement exécutée dans l'autre sens. Il s'agit donc de quitter la piste selon une diagonale vers le centre du rectangle, puis la rejoindre en dessinant un demi-cercle. Lorsque l'on longe la piste dans sa longueur et que l'on tourne dans la largeur, on dit qu'on exécute un passage de coin. Pour être correctement réalisé,
Le cheval doit respecter la figure imaginaire du quart de cercle sans changer son allure ou sa direction. On peut également procéder à un changement de direction à l'intérieur du rectangle de dressage en réalisant la figure plus connue sous le nom de doublé. Dans ce cas, on utilise des lettres qui symbolisent des lignes imaginaires, allant de A à C, longueur, ou de B à E, largeur. Pour effectuer correctement un doublé dans la largeur, le cheval doit longer la piste jusqu'au centre d'un des grands côtés, puis tourner et traverser la carrière en ligne droite jusqu'au côté opposé avant de changer de direction. On peut aussi réaliser un doublé dans la longueur en quittant la piste sur un des petits côtés et en traversant la carrière dans sa longueur jusqu'à la largeur opposée. L'exécution de la figure appelée le 8 de chiffre favorise l'apprentissage des changements de direction. Pour bien la réaliser, le cavalier doit imaginer deux cercles consécutifs de dimensions égales qui se touchent en un seul point. Il doit conduire le cheval en décrivant avec le plus de précision possible la forme du 8 et en changeant de direction uniquement au centre du 8, point de réunion des deux cercles. Quant à la serpentine, il s'agit d'une figure où le cavalier fait effectuer à son cheval une succession de demi-cercles qui dessinent une ligne sinueuse, tout en maintenant une allure régulière. Une serpentine peut être à 3, 4 ou 5 boucles, selon le travail que l'on veut réaliser. La figure qui convient le mieux pour travailler le changement de direction dans le rectangle de dressage est la diagonale. Le cheval doit traverser le rectangle dans la diagonale, en ligne droite entre deux angles opposés. Les diagonales s'effectuent toujours sur les côtés, qui offrent le plus grand angle aux chevaux lors du changement de direction. Une fois que l'on a appris à réaliser les figures du rectangle de dressage, il faut les travailler au quotidien pour bien les assimiler et habituer le cheval à les exécuter correctement. La denture du cheval est un élément très important. Il est également très utile de bien la connaître et d'y prêter une attention régulière car elle fournit de nombreuses informations sur l'âge du cheval et signale d'éventuels problèmes de santé. L'usure des dents peut rendre la mastication des éléments ou l'usage des morts plus difficile. Un cheval mâle adulte possède 40 dents, dont 12 incisives, 6 sur la mâchoire supérieure et 6 sur la mâchoire inférieure. Les incisives sont les dents de devant qui servent à la préhension des aliments. Elles se divisent en pinces, mitoyennes et coins. Les pinces sont les incisives du milieu. Viennent ensuite, dans l'ordre, les mitoyennes, puis les coins. Les chevaux possèdent également 4 canines ou crochets, 2 dans chaque mâchoire, qui n'ont pas d'utilité particulière. Certains vétérinaires recommandent même de les enlever. Certaines juments ne possèdent d'ailleurs pas de canines. Enfin, il y a 24 molaires, 12 sur chaque mâchoire, qui servent à broyer les aliments. Au cours des premières années, les incisives tombent et sont remplacées par d'autres incisives. Les premières, caduques, sont dites de lait ou provisoires, tandis que les secondes sont appelées permanentes. Quels sont les éléments qui composent ces dents et comment les appelle-t-on? Les incisives ont la forme d'une pyramide renversée et se composent des 3 parties suivantes. La couronne, la partie visible de la dent au-dessus de la gencive. Le collet, la partie étranglée formant la limite entre la couronne et la racine. La racine, la partie la plus étroite, qui est implantée dans l'alvéole dentaire. La dent est formée entre autres d'une substance appelée ivoire ou dentine qui constitue le corps de la dent.
Les incisives supérieures sont plus grandes que les inférieures. Les incisives de lait sont plus petites que leurs futures remplaçantes et on peut remarquer sur leur couronne de petites striures longitudinales. Quant aux canines, elles apparaissent lors de la deuxième dentition. L'usure des dents est appelée le nivellement. Ce nivellement suit la forme de la dent dans toute sa longueur. C'est pourquoi on peut établir l'âge d'un cheval grâce à l'observation de sa denture. Le nivellement doit s'effectuer dans le même ordre que celui de la croissance des dents. Le nivellement des pinces doit précéder celui des mitoyennes et des coins, dans la mâchoire inférieure comme supérieure. Les incisives supérieures et inférieures sont en parfaite correspondance. Au début, elles sont alignées, mais au fil du temps, sous l'effet provoqué par l'action de couper et de brouter l'herbe, elles se déplacent vers l'avant, formant un angle appelé angle dentaire ou angle incisif. Chez certains chevaux, on peut trouver une dent située devant la première prémolaire. C'est la dent de loup. C'est assez rare, mais sa présence peut provoquer une gêne considérable pour le cheval, notamment avec le mors. Il est d'usage de les extraire. Il existe certains phénomènes de la denture du cheval qu'il est important de connaître, comme l'étoile dentaire et le signe de Galvène. L'étoile dentaire est une tache brunâtre qui apparaît sur la table dentaire entre le bord antérieur et le cornet dentaire. Il s'agit de la dentine de seconde formation, qui apparaît dans l'ordre d'abord sur les pinces inférieures, puis sur les mitoyennes et les coins. Le signe de Galvène qui apparaît sur les coins supérieurs permet de déterminer l'âge d'un cheval entre ses 10 ans et ses 30 ans. Au fur et à mesure que les chevaux coupent et broient leurs aliments, les bords des molaires supérieurs deviennent tranchants et peuvent blesser la langue ou l'intérieur des joues du cheval. Pour éviter cela, on peut faire limer les molaires par un vétérinaire. Un contrôle dentaire régulier, des soins adaptés, fourniront au cheval un confort non négligeable qui lui permettra de mieux assimiler ses aliments. Lorsqu'on commence à monter un cheval, on pense surtout à se divertir. Et si c'est le cas, on y prend goût et l'on cherche à perfectionner son apprentissage en lisant des manuels et en prenant des leçons. Puis, lorsqu'on se rend compte de tout ce qu'il y a à apprendre, on éprouve l'envie d'avoir à disposition le matériel nécessaire à la réalisation de nos rêves. Quand on commence à se doter d'un matériel spécialisé, il faut bien sûr décider quel type de bottes acheter. Nous allons vous donner à ce propos quelques conseils pour faire le bon choix, sans faire d'erreur. Il y a 3 raisons qui poussent un cavalier à s'acheter des bottes: sa sécurité, la protection de sa tenue, le règlement. En ce qui concerne la sécurité, il est important de dire qu'une botte doit garantir en toutes circonstances une bonne protection du pied. Si le cheval rue ou tombe sur le flanc et que la jambe du cavalier reste coincée dessous, accrochée à l'étrier, la rigidité de la semelle et de la botte doit permettre d'éviter une fracture des os du pied, comme cela peut arriver lorsque le poids du cheval qui tombe écrase l'étrier. Elle doit aussi protéger la cheville des coups et éviter ainsi les luxations. Qui est déjà monté à cheval en diverses occasions et dans des endroits différents sait que les bottes protègent parfaitement la tenue du cavalier de la sueur du cheval, des épines, des branches des arbres, mais également des boucles et des harnais des autres chevaux et des cavaliers à proximité, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'activité. Les bottes assurant une réelle protection pour le cavalier, la plupart des règlements équestres actuels en a décrété l'usage obligatoire durant les compétitions. En général,
Des bottes de qualité sont munies d'un contrefort rigide qui protège le talon. Cela permet d'offrir un excellent maintien de la cheville et d'éviter, lorsque l'on utilise des éperons, de blesser l'arrière du pied. Sur le dessus du pied se trouve une languette qui traverse l'empeigne d'un côté à l'autre. Il s'agit en réalité de protéger le cuir de la botte pour le faire durer plus longtemps. C'est sur cette partie en effet que l'étrier imprime d'ordinaire son frottement, notamment dans les sports de vitesse comme le polo. Il est d'ailleurs plus économique de changer cette languette de cuir lorsqu'elle est usée que de racheter de nouvelles bottes. En outre, les bottes doivent être munies d'un bout métallique à l'extrémité du pied pour le protéger des piétinements du cheval. La hauteur de la tige de la botte est variable. Si la tige est haute, la surface protégée est plus importante, mais la marche devient inconfortable. En revanche, si les bottes sont basses, elles protègent moins, mais sont plus pratiques pour marcher. Les bottes hautes sont recommandées pour monter et les basses pour marcher. En effet, les bottes d'équitation n'ont pas été pensées pour être confortables durant de longues randonnées. Pour acheter une paire de bottes adaptées, il faut prendre en compte la mesure des mollets du cavalier qui va les chausser. S'ils sont larges, la mesure de la botte appelée tour de mollet doit être suffisamment large pour permettre au mollet de passer sans difficulté. Mais le problème avec une ouverture de botte large, qui permet certes de rentrer le pied sans difficulté, c'est qu'avec le temps, une fois que la botte s'assouplit, elle commence à descendre et à plisser au niveau de la cheville et du talon. À ce moment-là, non seulement elle ne protège plus l'ensemble du pied et du mollet, mais elle devient surtout inconfortable. Pour éviter cela, on place sur la partie haute de la botte une sorte de languette avec une boucle réglable qui empêche la botte de descendre une fois enfilée. Certaines personnes ont des chevilles assez larges qui rendent difficile l'entrée du pied dans la botte. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des bottes avec une fermeture éclair à l'arrière ou sur le côté, afin de pouvoir l'adapter correctement à la cheville une fois que l'on a introduit le pied. D'ordinaire, les bottes sont munies de languettes que l'on tire pour chausser les bottes sans difficulté. Il est conseillé de choisir des languettes sur le côté plutôt qu'à l'arrière, car la botte coulisse mieux et permet une meilleure entrée du pied. Quant aux matériaux à proprement parler, précisons que les bottes fabriquées avec du cuir rigide sont moins confortables et tiennent plus chaud, mais durent plus longtemps. Il faut simplement avoir la patience de les assouplir. Les bottes en cuir souple sont plus faciles à chausser et conservent mieux la fraîcheur, mais se déforment plus vite et durent donc moins longtemps. La semelle des bottes d'équitation doit toujours être presque entièrement lisse, de manière à permettre aux pieds de déchausser facilement l'étrier en cas d'urgence. Enfin, avant d'enfiler les bottes, il est conseillé de mettre un peu de talc sur le pied et dans la botte pour la chausser plus facilement. Cela permet aussi de ne pas trop solliciter le dos. En équitation western, la jambe est protégée par le fender, pièce de cuir recouvrant les étrivières latérales. Toutefois, certains cavaliers délaissent les bottes qui tiennent trop chaud et sont peu confortables et leur préfèrent des guêtres pour protéger leurs mollets. Dans ce cas, ils utilisent des chaussures ou des bottines. Les bottines présentent les mêmes caractéristiques que les bottes en ce qui concerne la protection du pied et du talon. Tous les cuirs utilisés pour la fabrication des chaussures ou des bottes d'équitation doivent être le plus imperméables possible, car monter un cheval implique forcément d'être en contact avec l'eau, la boue et l'herbe. Tous ces conseils s'avéreront précieux lorsque le moment sera venu de s'offrir sa première paire de bottes. L'on ne compte plus les moyens dont l'homme s'est servi pour indiquer aux chevaux à quel moment il faut freiner, tourner ou reculer. Citons la camorre, les brides de cuir, les mors métalliques et même les cordes attachées à l'encolure.
Au cours de toute l'histoire de l'équitation, ce sont les embouchures métalliques qui ont été le plus souvent utilisées, car ce sont elles qui offraient le plus de sécurité au cavalier lorsqu'il s'agissait de freiner ou de contrôler sa monture. N'oublions pas que jadis, l'homme jouait sa vie sur son cheval, face à la lance ou l'épée d'un ennemi. Mais le métal est un matériau étranger à la bouche du cheval. Son contact est nouveau et sa température est différente. Il est donc difficile d'imaginer que le cheval s'y habitue sans même protester un tant soit peu. Nombreux sont ceux qui éprouvent de véritables difficultés au moment de placer le mors dans la bouche du cheval, ce qui est somme toute inévitable. Si l'on s'y connaît un peu, il est préférable de laisser l'animal en liberté, tenu seulement par une corde fixée au licol. Si par contre, on manque d'expérience, on peut attacher le cheval à une palissade pour lui permettre de bouger librement sans devoir le tenir. Avec les 2 mains libres, on agira avec plus de liberté. Pour commencer, il est conseillé de poser la main gauche sur le nez du cheval, en se plaçant à sa gauche. L'objectif de ce geste est de maintenir sa tête droite pour éviter qu'il ne nous heurte en la secouant. Il faut ensuite passer la main droite sous sa ganache et positionner l'index à l'endroit de la commissure de ses lèvres. Puis, il faut introduire le doigt dans la bouche du cheval, dans la zone qui ne comporte pas de dents. Le cheval ouvrira instinctivement sa bouche pour tenter de se libérer de la gêne qu'il ressent. Il faut alors retirer le doigt pour le récompenser d'avoir ouvert la bouche. Il est conseillé de répéter l'opération autant de fois que cela sera nécessaire, jusqu'à ce que le cheval ouvre la bouche dès qu'il sent qu'on lui frôle la commissure des lèvres, avant même d'introduire le doigt. Désormais, tout est prêt pour placer le mors dans la bouche du cheval. On se place alors sur la gauche du cheval en maintenant le licol et la tétière de la main gauche entre l'index et l'auriculaire, en poussant avec l'annulaire et le médium. Il faut laisser le temps au cheval de se familiariser avec le licol et le sentir. On tient le mors de la main droite entre l'index et le médium, en laissant le pouce libre. On pose ensuite la tétière sur le front du cheval pour limiter les mouvements de tête. C'est à ce moment qu'il faut placer le pouce à la commissure des lèvres pour le stimuler à ouvrir la bouche, mais sans toucher ses dents avec le mors. Lorsqu'il a ouvert la bouche, on insère le mors tout doucement à l'intérieur et on finit d'enfiler la tétière derrière ses oreilles. Il est toujours fortement conseillé de ne pas faire de mouvements brusques. Il faut en effet attendre le bon moment en se concentrant avant tout sur le mors et la tétière, qui doit se placer derrière les oreilles. Il vaut mieux répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que le cheval se sente en confiance. Il ne faut bien sûr pas s'inquiéter si l'on voit au début que le cheval veut reculer ou bouger sa langue, car il est tout à fait normal qu'il cherche à repousser le mors. Il finira bien par l'accepter complètement. Si cela s'avérait plus compliqué, le meilleur moyen de l'empêcher de reculer est de le maintenir attaché. Il est important que la tétière soit assez longue pour permettre au mors d'imprimer un léger mouvement à la commissure des lèvres, un peu comme si le cheval souriait. Il n'est pas nécessaire de lutter avec le cheval pour lui faire accepter le mors ou l'embouchure qui l'accompagnera toute sa vie. Il s'y habituera avec le temps, ce qui arrivera lorsqu'il ne bougera plus la langue pour tenter de l'enlever. Parfois, la gêne occasionnée par le mors chez le cheval peut s'expliquer par des lésions sur la langue ou la gencive, des dents cassées ou qui doivent encore apparaître. Un bon vétérinaire pourra donc indiquer la marche à suivre dans ces cas-là. Le cheval, à l'instar de l'homme, réagit de différentes manières face à la nouveauté. Ainsi, lorsque l'on selle pour la première fois un cheval, cela peut s'avérer traumatisant pour lui. Il faut songer que cela représente pour notre monture des sensations nouvelles, autant qu'une expérience inconnue. Peut-on prévoir quelle sera sa réaction? Hélas non, car chaque cheval a sa propre sensibilité. Au moment de les seller pour la première fois, la réaction du cheval peut être en effet très violente. Il faut donc s'y préparer. Au début, il est conseillé d'emmener le cheval dans un enclos fermé par une palissade assez haute qui ne laisse rien voir de l'extérieur
pour qu'il ne soit ni distrait ni effrayé. Il est préférable d'utiliser du matériel ayant déjà servi, avec les odeurs d'autres chevaux. D'une part pour que notre poulain se sente plus à l'aise, mais aussi pour éviter d'abîmer du matériel neuf dans cette phase d'approche. Nous travaillerons avec des mouvements lents et posés pour permettre au cheval de voir ce qui se passe et de dresser l'oreille au son produit par les différentes pièces du harnachement. Nous commencerons par lui montrer le tapis de selle, en le laissant le flairer pour qu'il s'y habitue. Nous ferons en sorte que le tapis de selle soit d'abord en contact avec l'épaule du cheval, qui est une zone en général moins sensible que les autres. Puis, nous approcherons le tapis du dos, tout doucement, et plusieurs fois, d'avant en arrière, de la droite vers la gauche, en effectuant ces mouvements avec le plus de naturel possible. Tout en réalisant ces gestes, il faut prêter attention aux oreilles du cheval. S'il les dirige vers un autre objet, cela signifie qu'il accepte la première étape et qu'il tolère le tapis de selle. Nous poursuivons donc l'approche avec la selle, en appliquant la même méthode pour que le cheval la voie et puisse la flairer. Il n'est pas impossible alors que les muscles de notre monture se tendent. Il faut répéter l'opération en approchant la selle de son épaule, puis de son dos. Puis il faut, comme pour le tapis, bouger la selle de bas en haut et de gauche à droite, puis d'avant en arrière, jusqu'à ce que le cheval se familiarise et accepte ce nouvel objet. Une fois que la selle est bien positionnée sur le dos, nous saisirons la sous-ventrière pour la faire passer sous le ventre du cheval. Il est conseillé d'utiliser une sous-ventrière rembourrée en caoutchouc pour que le cheval ne ressente pas de gêne lors de son premier sellage. En effet, une trop forte pression sur le ventre peut pousser certains chevaux à se jeter à terre lorsqu'on les selle. Une fois que la selle est bien mise, nous commencerons à serrer la sous-ventrière petit à petit. Il ne faut le faire ni trop vite, ni trop fort. Ce qui compte, c'est d'empêcher la selle de glisser. C'est plus tard, avec un cheval déjà habitué, que nous pourrons nous permettre d'accélérer nos gestes et de serrer davantage la sous-ventrière, si toutefois nous l'estimons nécessaire. Ainsi, sans sévérité et sans méthode violente, notre cheval s'habituera à sa selle et, avec le temps, réagira le plus naturellement du monde au sellage. Nombreux sont ceux qui effectuent de longues randonnées à cheval, ce qui les amène à dormir dehors avec leur monture. La nuit, les chevaux sont attachés avec des entraves. Il s'agit de 2 anneaux reliés par une bande de cuir qui immobilisent les membres antérieurs afin que le cheval s'alimente sans qu'il s'échappe. Ce système est relativement inefficace puisque le cheval est obligé de sauter pour se déplacer et trouver de la nourriture pendant la nuit. De plus, avec cette méthode, le cheval ne se repose pas correctement la nuit. Or, le repos est primordial pour que la randonnée se déroule dans de bonnes conditions. La solution la plus efficace consiste à attacher le cheval avec une longe. Cette alternative est plus pratique pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. Toutefois, il faut au préalable habituer son cheval à ce genre d'attache. Conseil à suivre. Amenez votre cheval dans un enclos circulaire d'environ 20 mètres de diamètre ou dans un enclos carré dont les côtés mesurent 20 mètres. Ces mesures sont données à titre indicatif. Il ne doit pas y avoir de poteaux ou d'arbres à l'intérieur de cet enclos. Mettez un lit-col à votre cheval et attachez-y une longe d'au moins 8 mètres de long. Essayez de trouver une roue de voiture complète ou un poids d'environ 20 kg. Une pièce de tracteur peut faire l'affaire. Il est conseillé de faire passer les 3 premiers mètres de la corde dans un tuyau en plastique. Faites un nœud pour éviter que la corde coulisse. Vous vous assurerez de la sorte que la zone qui est en contact avec le cheval est recouverte par le tuyau.
Attachez ensuite la longe à la roue ou au poids. Si le cheval piétine la longe ou se la coince entre les membres, cela évitera qu'il se blesse, s'écorche ou ne s'enroule dans la longe. Laissez votre cheval observer la longe pendant un moment, puis faites-le bouger d'un bout à l'autre de celle-ci. Pendant ce temps, tenez-le avec une bride pour qu'il puisse s'habituer à la longe. Laissez-le ensuite en liberté dans l'enclos et donnez-lui à manger. Si cela est possible, faites en sorte qu'il puisse avoir accès à un point d'eau. Le poids de la roue doit être suffisant pour contraindre le cheval à obéir, mais elle doit aussi lui permettre de ne pas se blesser. Après 1 ou 2 jours de pratique, le cheval aura appris à éviter la longe et à ne pas l'emmêler dans ses membres. Il pourra manger en toute tranquillité et sera prêt à être attaché à n'importe quel endroit. Invasor était un cheval lusitanien qui appartenait à un éleveur pharmacien de métier. Il passa ses premières années en captivité, dans un enclos délimité par du fil métallique en mauvais état, jusqu'au jour où il se blessa gravement un membre. C'était l'été et les mouches aggravèrent l'état de la blessure. Le propriétaire utilisa tout ce qu'il avait à disposition pour éviter l'infection, mais son manque d'expérience dans le soin des chevaux blessés et souffrants rendait chaque jour le traitement plus compliqué. Se rendant compte de la situation, il vendit Invasor pour une bouchée de pain à quelqu'un qui savait comment guérir cette blessure. Invasor n'avait même pas 2 ans. Il allait bien mieux et il semblait qu'il ne boiterait plus, même s'il devait garder à jamais les cicatrices de cette blessure. Cependant, quand il commença à travailler, d'autres problèmes de santé complètement inattendus apparurent. Il s'agitait de manière exagérée et toussait pendant plusieurs minutes. Les longues journées passées dans le box sans sortir afin d'éviter que la blessure ne s'infecte finirent par affecter ses voies respiratoires. Invasor avait à nouveau besoin de soins et devait une fois de plus affronter les seringues. Chaque jour, l'administration des piqûres devenait de plus en plus pénible, à tel point que le simple fait de montrer une aiguille à proximité de son encolure s'avérait même dangereux. Un jour, Invasor réussit à briser complètement un piquet en bois auquel on l'avait attaché afin d'effectuer un prélèvement sanguin. Ses nouveaux propriétaires firent alors appel à un spécialiste du nom de Hardoy pour résoudre ce problème. Hardoy effectua un test dans le box. Alors que le cheval était attaché, il lui montra un objet ressemblant à une seringue pour évaluer l'ampleur de la réaction. L'objectif était de le prendre par surprise pour éviter qu'Invasor ne voie la seringue. Pour cela, Hardoy essaya de lui bander les yeux, d'abord avec un bandeau, sans succès, puis avec une couverture. Il ne pouvait rien voir, mais ses sens étaient aiguisés. La seule présence de Hardoy à proximité déchaînait des réactions dangereuses pour quiconque se trouvait dans le box. Ils décidèrent alors de le faire sortir et de le conduire, toujours avec sa couverture sur les yeux, dans un enclos de sable. Hardoy lui souleva l'un des antérieurs et le maintint en suspension avec une entrave, afin qu'il ne puisse l'utiliser pour se défendre. Personne ne songeait à lui faire du mal, mais il n'arrivait pas à le dissuader du contraire. Le souvenir douloureux des piqûres était encore très présent. Son antérieur toujours soulevé, ils enlevèrent la couverture de ses yeux.
Ardoy pensait qu'il était préférable qu'il puisse voir tout ce qui se passait autour de lui. Pour éviter qu'Invasor ne cherche à mordre, ils attachèrent une renne du licol à la corde qui maintenait l'antérieur en l'air, fléchie vers la gauche. Pendant qu'il travaillait dans l'enclos, Ardoy était assisté d'une personne qui maintenait la tête d'Invasor dans la direction opposée à celle du spécialiste, pour faciliter le contrôle de l'animal. En appliquant un mouchoir imbibé d'une abondante quantité de xylocaïne sur l'encolure, du côté que le cheval ne pouvait voir, Ardoy réussit à réduire la sensibilité de la zone sur laquelle il devait faire la piqûre. Tandis que le produit faisait son effet, Ardoy caressait la zone pour éviter que le cheval ne suspecte une piqûre éventuelle. Il essaya plusieurs fois de toucher l'encolure de la main, mais sans succès. C'est pourquoi il décida de toucher d'abord la zone avec une baguette, avant de le faire avec la main. Invasor fit tout ce qu'il pouvait et voulait, bien qu'il n'ait subi aucune piqûre. Il se jeta à terre, se roula et se remit sur pied. Cependant, Ardoy, chaque fois que c'était possible, touchait et caressait la zone que le cheval défendait si vigoureusement. C'était une journée très chaude et la volonté du cheval de continuer à lutter contre une hypothétique piqûre s'atténuait. Pour voir si les peurs de Invasor avaient disparu avec l'épuisement qui le guettait, Ardoy lui fit une piqûre sur l'encolure, là où il n'avait pas appliqué de xylocaïne. Le cheval réagit à nouveau avec violence. Il laissa passer un peu de temps, puis sans tenir la seringue dans la main, commença à pincer la zone prévue pour le prélèvement, et le cheval n'opposa aucune réaction. La zone était suffisamment désensibilisée. Il retira le cache de l'aiguille, qu'il appliqua sur la veine. Il appuya l'aiguille jusqu'à ce que les premières gouttes de sang apparaissent, et il introduisit la seringue pour prélever, comme tous l'attendaient, un peu de ce sang. Invasor ne s'en aperçut pas et ne manifesta aucune gêne. À ce moment-là, ils enlevèrent l'entrave sur le membre antérieur pour réaliser le prélèvement dans des conditions normales. Ardoy essaya à nouveau de piquer la zone et le cheval une nouvelle fois ne réagit pas. Avec une autre aiguille, il perça à nouveau la veine jusqu'à ce que le sang jaillisse de l'animal et cette fois encore le cheval ne montra aucune réaction. Pour la première fois, on avait pu faire un prélèvement sanguin à Invasor sans corde ni entrave. Le traitement de Ardoy n'avait pas du tout plu à Invasor, mais il avait été nécessaire et utile. Il aurait été impossible, au regard de l'état dans lequel se trouvait le cheval au début, de lui faire une piqûre pour prévenir et guérir une maladie ou une blessure, ou bien de réaliser un prélèvement pour des analyses cliniques. Désormais, nous savons que c'est possible et nous pouvons ainsi mieux prendre soin de notre cheval.